Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Oracle. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: l'impact de la data dans le secteur e-commerce post-pandémie. Près de 2 ans après le début de la crise du Covid-19, une nouvelle ère se dessine, le New Normal. Que ce soit d'un point de vue économique, social ou encore professionnel, les habitudes prises avant la crise sanitaire se transforment et l'adaptation au changement est devenue incontournable, tant pour les marques que pour les consommateurs. Dans cet épisode, nous reviendrons sur les constats réels liés à ces impacts sur les marques et les consommateurs, ainsi que 5 recommandations pour préparer le rebond et performer de façon durable dans cette nouvelle ère quand on est un acteur du e-commerce. Pour cela, nous demanderons à nos invités comment les marques ont adapté leur stratégie e-commerce face à cette nouvelle donne, quels sont les nouveaux cas d'usage qui sont apparus ces 2 dernières années. Quelles recommandations feraient-ils nos invités pour aider les marques à être plus compétitives dans ce new normal du e-commerce? Pour en discuter, Amandine Barguin de SQLI, Roland Kolchakian de Oracle. Bonjour à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society. Aujourd'hui, on va parler e-commerce post-pandémie, stratégie e-commerce post-pandémie, en s'appuyant sur un livre blanc qui est édité par SQLI en partenariat avec Oracle, à savoir le New Normal, repenser l'expérience client grâce au e-commerce, grâce au commerce unifié, je ne vais pas dire de bêtises, mais vous verrez apparaître assez souvent cet ouvrage à l'écran, en compagnie de nos 2 invités. Amandine, bonjour. Bonjour, enchantée. C'est la première fois que tu viens sur The E-Commerce Society. Oui. Je crois que c'est ta première expérience télévisuelle. Exactement. Et je te remercie donc pour nous faire confiance et pouvoir t'exprimer chez nous au sujet d'un sujet, pardon pour la répétition, clé pour l'ensemble des acteurs du marché e-commerce. Et Roland, qu'on ne présente plus presque. Bonjour Michel. Puisque tu es un habitué de nos plateaux, que ce soit The Programmatic Society et l'expérience aussi, The Experience Society, que nous avons élaboré tous les 2 ensemble il y a quelques temps de cela et qui est devenue une marque de The Society's Media aujourd'hui. Donc je te remercie pour ton soutien constant et pour ton soutien par rapport à ce sujet dans The E-Commerce Society autour donc de l'impact, des impacts de la pandémie sur les stratégies e-commerce des marques. Première question, Amandine, comment les marques ont adapté leur stratégie e-commerce face à la crise sanitaire? Alors moi j'ai envie de parler déjà de l'impact fort qu'on a eu au premier confinement. C'est que déjà on n'a plus eu en tout cas accès aux lieux de convivialité qui étaient les restaurants. Donc ça a été un des premiers secteurs en tout cas qui a été vraiment frappé de front. Et dans cette expérience-là, on a pu voir qu'il y avait une chute très très forte de 71% à peu près d'effondrement au niveau de la restauration. Et il y a un petit groupe en tout cas qui est sorti du lot, ça a été la restauration rapide, où là ils ont réussi en tout cas à anticiper un petit peu ce qui s'était passé grâce à des outils qu'ils avaient déjà mis en place au préalable. De livraison à domicile, etc. Donc ça déjà, ça les a aidés. Ils ont, avec cette première pandémie, fait un petit bond de 7 points qui a permis justement à la restauration rapide de bien se positionner d'entrée de jeu. Après, à côté de ça, on a eu les restaurants plus classiques qui, eux, ont dû réagir face à ce confinement. Et ont dû avoir un positionnement un peu plus marqué et tout de suite mettre en avant la livraison à domicile. Et on a pu voir qu'entre 2019 et 2020, grâce à la livraison à domicile, il y a eu un petit bond il y a eu un gros bond d'ailleurs, de 20 à 25% justement sur la livraison à domicile. On a vu aussi avec cet aspect-là que les restaurateurs un peu classiques, même un peu plus haut de gamme, se sont mis à faire des paniers à livrer. Et on a pu voir que les utilisateurs qui avaient besoin de bien s'alimenter ne s'arrêtaient plus justement
au McDo ou au japonais, etc. Ils avaient besoin d'avoir une alimentation un peu plus diversifiée. Et ça a permis justement à des chefs de se positionner ou à des restaurants plus variés. D'où l'intérêt du terme New Normal en fait. Voilà. Parce que effectivement ce que tu illustres avec la restauration, c'est effectivement une sorte d'adaptation de la clientèle à ce qu'elle connaissait déjà pour une partie d'entre elles, à savoir la restauration rapide. Oui. Et derrière, les restaurants classiques qui se sont adaptés à une nouvelle réalité, Oui. qui a permis justement aussi aux consommateurs de s'adapter avec une nouvelle expérience de la restauration classique. Exactement. En se faisant livrer des repas, et pour les restaurateurs, inviter aussi les consommateurs à utiliser des nouveaux services tels que les paniers déjà produits. Donc cette notion de New Normal telle qu'elle est indiquée dans l'ouvrage dont je parlais tout à l'heure est vraiment symptomatique de ce qu'on en a vu voir apparaître pour les secteurs de la restauration, mais d'autres secteurs aussi, j'imagine, Oui. en ce qui concerne l'évolution des stratégies commerce des marques. Tu voulais rajouter quelque chose ? J'aimerais juste rajouter que cette utilisation, enfin, en tout cas que les comportements, on va dire, ont changé et qu'ils ont amené, en tout cas, les consommateurs à consommer mieux, on va dire. On a eu des marketplaces qui se sont positionnés. Je pense à, par exemple, à Greenwiz, qui s'est positionné, donc qui est une marque de Carrefour, à Potager City aussi, qui est aussi une marque de Carrefour. Greenwiz, c'est un marketplace qui va vraiment être sur l'éco-responsable, et Potager City, c'est vraiment le panier bio. Voilà, qui va ressortir, mais c'est un panier bio de proximité. Et là, on s'est rendu compte en réalité que les consommateurs avaient besoin de consommer mieux, de consommer bio, d'avoir une certaine éthique aussi vis-à-vis de leur consommation. Voilà. Merci Amandine pour ces précisions et en commençant par le menu, j'allais dire, à savoir la restauration entre autres. Donc merci beaucoup Amandine. Roland, tes observations sur la manière dont les marques ont adopté une stratégie e-commerce peut-être différente à cause, certains diront même grâce, à la crise financière, crise sanitaire qui a aussi malheureusement aussi doublé d'une crise financière pour certains acteurs. Toi, comment justement ces marques, selon toi, ont adapté leur stratégie e-commerce ? Alors, si tu le permets, je vais d'abord commencer par un mea culpa, parce que rappelle-toi, en 2019, ou 2020, excuse-moi, lorsqu'on avait enregistré ensemble Into the Box, je m'étais permis quand même de montrer un certain scepticisme sur le terme New Normal. Alors, je rappelle juste ce que c'était qu'Into the Box. C'était une émission qu'on avait fait spécialement pendant le confinement. On était tous enfermés chez nous et je donnais la parole à un certain nombre d'acteurs de l'e-commerce ou de la publicité et tu en faisais partie. Absolument, ce fut une expérience très sympa, c'était une façon aussi de vivre le confinement de façon différente. Dans tous les cas, je me souviens qu'on avait abondamment commenté et évoqué ce terme du New Normal, et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais encore un petit peu sceptique sur le caractère pérenne et durable du New Normal. 2 ans plus tard, force est de constater, je le reconnais bien volontiers, que les faits m'ont donné tort, j'ai aucun problème avec ça. Dans tous les cas, ce que l'on a souhaité faire au travers de cet ouvrage, c'est d'essayer d'avoir un regard et une couverture la plus large possible sur un certain nombre de secteurs d'activité. Amandine en a évoqué certains. Moi, le focus que j'aimerais bien faire, c'est sur quelque chose que l'on a peut-être un peu moins vu, alors que ça a été une vague extrêmement significative au cours de ces 2 dernières années, c'est l'adoption massive du e-commerce dans le secteur du B2B, qu'on a souvent tendance à voir comme un secteur traditionnellement en retrait. Or, on a atteint au cours de ces 2 dernières années à peu près 763 milliards d'euros d'échanges rien que sur le e-commerce B2B. Donc, c'est dire que le volume que cela peut représenter. Donc, on a eu effectivement une prise de conscience sur la nécessité d'accélérer le e-commerce pour les acteurs du B2B. Alors, ça a été rendu possible par un certain nombre de facteurs. Le premier, c'est que, et ça c'était déjà quelque chose qui avait été un peu amorcé en amont de la crise, c'est qu'on avait beaucoup d'entreprises, notamment dans l'industrie, dans le B2B, qui avaient souhaité basculer leur modèle vers un modèle de servicialisation, donc dématérialisé, passer sur des modèles à l'abonnement, à la souscription. Donc forcément, ça impose le fait de pouvoir s'appuyer sur une plateforme et une architecture e-commerce. Il y a eu également le facteur qui est celui de la confiance et sur lequel à la fois la data,
les aspects réglementaires et la technologie ont permis d'apporter une certaine transparence et de contribuer à cette confiance. Et enfin, et on a été particulièrement concerné chez Oracle, tous nos commerciaux qui avaient l'habitude d'aller en clientèle pour faire du relationnel ou du transactionnel, étaient chez eux. Donc on a dû les équiper différemment, on a dû, comme d'autres entreprises, remettre le e-commerce au cœur de notre dispositif marketing et vente. Donc effectivement, c'est vrai qu'on ne le soupçonnait pas, mais l'évolution, de l'environnement de travail a eu un impact énorme sur ce fameux e-commerce B2B, par exemple. Merci beaucoup, Roland, pour cette précision. Je reviens sur le cas que tu as évoqué tout à l'heure, Amandine. C'est en fait des nouveaux cas d'usage du côté des consommateurs, mais quels sont les nouveaux cas d'usage cette fois-ci dans le domaine du marketing omnicanal e-commerce qui ont vu le jour durant la pandémie? Qu'est-ce que tu as pu observer? Alors, je pense que déjà, le digital, c'était quelque chose qui faisait vraiment très peur aux marques. Ils avaient l'impression en fait que le e-commerce allait remplacer les boutiques ou qu'il y avait une espèce de concurrence entre les deux. Et du fait de la pandémie, du fait qu'ils aient été obligés quelque part de s'y mettre, ils se sont rendus compte du bénéfice en fait, qu'il y avait à se mettre sur le digital. On a vu en fait qu'il y avait une espèce de prise de conscience des marques de tout ce bénéfice. Et aujourd'hui, on peut compter 65% finalement des marques qui comprennent le bénéfice du digital et donc qui osent prendre de l'omnicanalité. Voilà. Donc on va dire que le premier cas d'usage, c'est d'avoir compris que l'e-commerce n'est pas l'ennemi de l'activité historique. En fait. Exactement. Même un complément, voire même une adaptation au nouveau normal, justement, au nouveau comportement des consommateurs. Et aujourd'hui, on s'en rend encore plus compte avec les pénuries qu'on peut avoir de certains matériaux, etc. Où effectivement la gestion des stocks, vérifier où est-ce qu'on en est, etc. Là, l'omnicanal a tout son sens pour le coup. Voilà. Merci beaucoup Amandine. De ton côté, Roland, au sujet des cas d'usage dans le domaine marketing omnicanal e-commerce, qu'est-ce que tu as pu observer pendant cette pandémie ? Effectivement, l'omnicanal n'est pas un sujet neuf en soi dans le paysage économique français. On a d'ailleurs des enseignes issues du retail qui sont extrêmement pionnières, extrêmement en avance, notamment dans le domaine du bricolage, sur lesquels elles ont énormément avancé et qui, au-delà du simple canal transactionnel, sont capables d'offrir toute une palette de services directement depuis l'application mobile ou depuis le site e-commerce, avec notamment tout ce qui est rendu possible grâce à l'image, grâce à la vidéo, grâce à la caméra. Donc on voit qu'il y a énormément de nouveaux cas d'usage, d'engagement ou de service auprès du consommateur qui ont été rendus possibles. Maintenant, j'ai envie de dire, au-delà de l'omnicanal, c'est quoi le what's next ? Eh bien, nous, la façon dont on l'a pensé et formalisé avec SQLi, c'est ce qu'on appelle le commerce unifié. Le commerce unifié, c'est quoi ? Eh bien, on peut voir le commerce unifié comme une étape supplémentaire et plus mature, plus structurée dans l'évolution du commerce. On va vraiment réussir le pari de l'unification et l'uniformisation de l'ensemble des moyens liés à la vente, au transactionnel et au marketing avec le consommateur. Donc, ce qui suppose le fait de gommer, comme le disait Amandine, cette espèce de concurrence un peu artificielle qu'on pouvait avoir entre les canaux, les différents comptes d'exploitation, de pouvoir fédérer et unifier l'ensemble des canaux, des médias, des interactions, des services au sein d'une seule et même plateforme et de réussir le pari. Et là, je vais peut-être mettre l'emphase sur l'un des défis auxquels ont été confrontées les entreprises au cours de la première année de cette crise, c'est l'unification entre le front office et le back office. Puisque là aussi, on a pu voir que même si beaucoup d'entreprises ont énormément investi sur la qualité de l'UX sur le front office, eh bien souvent, elles ont été dépassées. De l'expérience utilisateur, améliorer l'expérience utilisateur. Eh bien, dans certains cas, elles ont été dépassées par des problématiques de scalabilité, de performance ou de capacité de la chaîne logistique à suivre le flux des commandes, à fiabiliser les processus de livraison. Et d'ailleurs, paradoxalement, on a eu un phénomène assez contradictoire. C'est que d'un côté, on a eu une augmentation très forte du volume des commandes sur l'e-commerce et en même temps, une baisse assez forte de la note de satisfaction globale des consommateurs vis-à-vis des sites. C'est pas le volume qui fait ça ? Eh bien, en tout cas, l'inadaptation des plateformes e-commerce pour adresser ces pics de volume a sans doute été l'un des marqueurs de cette insatisfaction. Merci Roland pour ces précisions.
je comprends la notion de commerce unifié, qui est d'ailleurs, je le rappelle, au centre de l'ouvrage, New Normal, repenser l'expérience client grâce au commerce unifié. Alors ce fameux commerce unifié, il faut bien qu'il s'unifie autour d'un certain nombre d'informations, ou en tout cas que cette unification puisse se faire sur la base d'informations. Et parmi ces informations, c'est la donnée utilisateur, la donnée consommateur. Que penses-tu, Amandine, de la montée en puissance de la data, justement cette fameuse information consommateur, dans les stratégies e-commerce des marques, notamment durant ces 2 dernières années qui ont été ces années de pandémie? Alors, je pense que la data, elle est primordiale déjà pour construire. On en a besoin. On va dire qu'elle se met en place en 5 points. D'abord, il va falloir cadrer quelle data je vais aller chercher, pourquoi, pour qui, sur quelle cible. Donc il faut cadrer vraiment sa recherche data. Ensuite, on va essayer de récolter l'information. Et l'information, on peut la récolter de façon vraiment très diverse. On peut l'avoir sur des avis clients, sur une lecture de YouTube, on peut avoir ça sur les réseaux sociaux, on peut trouver ça suite à des tests utilisateurs. Enfin, vraiment, il y a vraiment plein de façons de trouver de la data. Après avoir récolté toute cette data, il va falloir la traiter et ensuite lui donner du sens. Donc, quand on la traite, on appelle ça la data analytics. Et quand on lui donne du sens, on peut avoir, par exemple, les data viz qui vont justement... data visualisation, exactement, pour ceux qui connaissent. Qu'on puisse vraiment la lire et la comprendre de façon visuelle assez simple. Et puis, une fois qu'on a tout ça, il va falloir l'actionner. Et c'est là que va intervenir, par exemple, l'UX design. Donc, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur designée, conçue. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose, Amandine ? Oui, tout à fait. Je voulais juste ajouter que la data seule ne suffit pas, qu'il y a 3 aspects qui sont vraiment primordiaux pour moi. C'est l'agilité, donc il faut savoir être agile, avoir de la data et ensuite adapter son parcours suite aux besoins utilisateurs. Pardon. C'est-à-dire en fait faire un peu d'historique sur les informations qu'on a obtenues auparavant pour pouvoir adapter sa stratégie de connaissance client pour ensuite faire une stratégie omnicanal e-commerce, si j'ai bien compris. Exactement. Merci beaucoup, Amandine. Qu'est-ce que tu penses justement, toi, Roland, puisque Oracle est quand même au cœur, j'allais dire, de l'écosystème de la data au niveau international. Cette montée en puissance de la data dans les stratégies e-commerce, notamment durant ces 2 dernières années, c'est quoi l'observation que tu peux en faire ? Alors, bien évidemment, lorsqu'on parle de e-commerce ou de digital, on est sur des sujets au sein desquels les courbes d'apprentissage sont très rapides et je pense que l'on peut raisonnablement affirmer que le e-commerce est passé de producteur de data à également producteurs et consommateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on a aujourd'hui la possibilité de largement étendre le champ de données sur lesquels le e-commerce peut s'appuyer, dont notamment les données d'observation un peu plus qualitatives, comme celles sur lesquelles Amandine est amenée à travailler, et surtout intégrer des données qui vont venir d'autres sources, beaucoup plus hétérogènes, voire même des sources de données froides. Je pense notamment, par exemple, et c'est quelque chose qu'on a un petit peu sous-estimé, qui dit e-commerce dit livraison. Qui dit livraison dit adresse postale. Combien de sites aujourd'hui, par exemple, sont quelque part en capacité de traiter en temps réel le redressement et la normalisation de l'adresse postale ? C'est des référentiels comme ça qu'on n'a pas toujours très bien anticipé, dont on n'a pas toujours très bien anticipé la criticité. Mais quand on arrive sur des gros pics de commandes avec la nécessité de fiabiliser à haute échelle les processus de livraison, eh bien, on est bien content de pouvoir s'adresser ou s'appuyer sur un référentiel externe en termes d'adresse postale. Même si, je le concède, ce n'est pas toujours le sujet le plus hype du moment lorsqu'on parle de e-commerce. Après, il y a également, partant du principe que l'observation et l'exploitation de la donnée transactionnelle ou de la fameuse donnée RFM ne suffit plus. Tu peux nous rappeler ce que c'est que la donnée RFM ? Oui, récence, fréquence, montant. Il s'agit tout simplement d'adapter au e-commerce les bonnes vieilles méthodes du marketing direct qui ont fait leurs preuves et qui permettent de fournir en fait ce qui va constituer les premières fondations d'une segmentation client. Une sorte de bon sens du marketing. Tout à fait, voilà, qui permet d'avoir une segmentation valeur assez simple, mais néanmoins, encore une fois, qui a fait ses preuves. L'autre tendance que je vois, qui est assez intéressante, et je l'observe pas mal sur les sites e-commerce qui nous viennent de nos amis anglo-saxons, c'est le souhait de pouvoir s'appuyer sur des données affinitaires, des données de lifestyle. On voit aujourd'hui l'importance que Instagram peut avoir sur le tunnel de décision, les logiques d'influence, l'intégration du bouton acheter dans les flux Instagram, dont le consommateur comprend de plus en plus l'intérêt.
et qui quelque part rejoint également un autre phénomène qui est intrinsèquement lié et qui peut expliquer la performance du site e-commerce, c'est quelque part la pertinence publicitaire avec quelque part l'expérience qui va être proposée sur le site e-commerce. Moi, je t'avoue que je ne peux pas dissocier les deux. Pour moi, très clairement, la façon dont va se personnaliser une landing page ou une page produit va être quand même étroitement liée à la pertinence, je dirais, de l'interaction publicitaire qui aura pu être rendue possible en amont. Et c'est des sujets que tu connais bien avec The Programmatic Society. Donc, données lifestyle, données affinitaires, données d'influence, d'advocacy, tout ceci très clairement contribue à quelque part mieux personnaliser le site e-commerce. Et enfin, l'autre source de données que je souhaitais mettre en avant, c'est bien évidemment les données qui sont liées au back-office, celles qui ont également leur importance et qui permettent de fiabiliser le nombre de stocks disponibles à l'instant T et de fiabiliser ainsi le processus de commande et donc la satisfaction du consommateur en bout de chaîne. Merci Roland, puisque tu parlais d'une sorte d'interaction entre le monde publicitaire et le monde e-commerce. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on voit de plus en plus d'acteurs e-commerce qui veulent alimenter ou créer une sorte de préférence de marque via la publicité, et qu'un certain nombre d'acteurs très présents en communication publicitaire vouloir générer de la performance en termes d'achat de leurs produits. Et c'est intéressant de voir que ces deux mondes, aujourd'hui, se rencontrent. Et pour la petite histoire, c'est pour ça qu'il y a The Programmatic Society et The E-Commerce Society. Donc, la boucle est bouclée. Dernière question pour toi, Amandine, et pour toi dans quelques instants, Roland. Quelles recommandations tu ferais pour aider les marques à être plus compétitives dans ce new normal du e-commerce post-pandémie? Tu évoquais par exemple tout à l'heure une sorte de mue intellectuelle d'un certain nombre de marques qui considéraient l'e-commerce ou l'Internet comme étant un danger potentiel pour leur activité historique, et ça n'en a pas été le cas, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Quelle autre recommandation tu pourrais faire pour les marques? Alors, j'ai en tête qu'il faut vraiment qu'ils mettent le consommateur au centre et au cœur de leur stratégie. Enfin, voilà, parce que le consommateur, c'est lui qui va un peu guider justement la stratégie à employer. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très fort. Nous, je sais qu'on a travaillé avec Jouer Club et que Jouer Club est très attaché justement à ces consommateurs. Et ils ont vraiment eu cette approche de réfléchir avec l'utilisateur en essayant de comprendre le besoin, les pain points, toutes les accroches qu'ils pouvaient avoir avec eux, et ils ont mis justement en place le commerce unifié où justement le panier va se faire de façon très fluide, ils vont pas voir de choses qui vont interagir avec ça, donc ça va être très très fluide. Donc je pense que le commerce unifié, que le consommateur est vraiment au cœur de la stratégie, vraiment. Merci Amandine par rapport à cet exemple Jouer Club qui justement illustre bien cette notion de commerce unifié qui est là pour éviter toutes les interférences, on pourrait dire, dans l'expérience d'achat du consommateur, que ce soit un achat en ligne ou que ce soit un achat en magasin. Oui, alors après c'est vrai qu'ils ont vraiment performé sur l'achat en ligne et ils ont des plus 20% il me semble par an, donc c'est vraiment quelque chose de très fort qui marche très très bien pour Jouer Club. Merci Amandine. Roland, le mot de la fin, il va être pour toi sur les recommandations que tu pourrais faire pour aider les marques à être plus compétitives dans ce fameux new normal du e-commerce post-pandémie. Alors parmi les quelques recommandations qu'on a souhaité mettre en évidence dans la conclusion de cet e-book, j'ai envie d'en retenir deux. Il y en a une qui est assez intéressante parce qu'elle a été au cœur des discussions qu'on a pu avoir avec nos clients lorsque s'est posée la question de la modernisation du socle e-commerce. Beaucoup de clients nous ont dit, nous on veut moderniser, on veut basculer dans le cloud, mais on doit composer également avec le poids de la dette technologique, ce qu'on appelle un peu dans le jargon le legacy. Et ça, c'est un véritable... L'héritage. C'est pour le pire comme pour le meilleur. Et que certaines entreprises vivent comme un frein, parce que Amandine en parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a un véritable consensus pour dire qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience collective sur la nécessité de moderniser, transformer les approches, mais comment on fait lorsqu'on a un système d'information qui a 10 ans, 15 ans, qu'il est très compliqué de faire évoluer, un système d'information qui fait que les équipes métiers en charge du e-commerce sont très dépendantes de la disponibilité des équipes IT pour conduire des évolutions, des changements sur le site. Bien, la réponse, nous en tout cas en tant qu'Oracle on en a une, c'est ce qui s'appelle l'approche Headless Commerce. L'approche Headless Commerce, ça consiste tout simplement à dissocier le front office et le back office du site pour justement redonner ce supplément d'agilité, d'autonomie
et d'indépendance aux équipes métiers pour qu'elles puissent effectivement opérer des changements et exploiter des opportunités au plus près des événements et au plus près de la temporalité qui s'impose dans le cadre de leurs priorités commerciales. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que finalement, cette crise, elle aura modifié en profondeur le rapport à la temporalité et au fait d'être beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, d'aller saisir des opportunités lorsqu'on commence à identifier des signaux faibles. Et ça, pour réussir à faire ça, il ne faut pas que la technologie soit un frein. Voilà, c'est la première recommandation. Et enfin, la seconde, profitant de la clôture assez récente du NRF à New York, qui est donc le salon de référence sur le retail, je pense qu'effectivement, il y a là encore un consensus pour reconnaître le rôle central du magasin dans l'architecture des moyens liés à l'expérience client. Néanmoins, je sais que ça fait un certain nombre d'années qu'on le dit, c'est comment on repense le rôle de ce magasin. Eh bien, en fait, il faudrait essayer, grâce au digital, de repousser les limites physiques du magasin et de repenser notamment les prérogatives uniquement transactionnelles du magasin pour en faire des lieux de vie, des lieux d'expérientiel, des lieux d'immersion. On parle beaucoup des métavers depuis ces derniers temps. Une sorte de showroom avec une expérience. Un lieu d'hybridation. En fait, un lieu d'hybridation et quitte à ce qu'effectivement l'achat se concrétise et se matérialise sur un autre canal. Oui. Dans tous les cas, si la question est de savoir est-ce qu'on a toujours besoin des magasins dans une architecture de distribution pour un retailer ou pour un pure player, la question de mon point de vue est oui. Merci Roland, merci Amandine, merci de nous avoir sensibilisés sur ce fameux New Normal pour repenser l'expérience client et ce grâce à ce concept de commerce unifié. Ce que je pense aussi, c'est que la notion de changement, elle doit être intégrée au cœur des entreprises. Ça fait très longtemps qu'on le dit, on a parlé de transformation sociale, quitte à en faire peut-être même transformation sociale, pardon. C'est très intéressant ce que je viens de dire. Transformation digitale, mais qui est aussi une transformation sociale, mais aussi une transformation sociétale, puisque les consommateurs ont fait un certain nombre de choix, ont créé eux-mêmes ce fameux New Normal qui crée des nouvelles habitudes. Tu en as parlé dans le domaine de la restauration notamment. Tu en parles dans le domaine du B2B, de l'e-commerce B2B. Donc merci vraiment de nous avoir sensibilisés là-dessus. Et j'allais dire, pour paraphraser une phrase qui, je ne sais pas si on dit paraphraser une phrase, mais c'est pas grave, mais paraphraser un ancien candidat et même un ancien président, le changement c'est maintenant, en ce qui concerne en tout cas sa stratégie e-commerce et l'intégration du fameux New Normal pour gagner des parts de marché. Tout à fait. Absolument. Merci Michel. Et merci Amandine. Roland, merci Amandine. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce débat autour des impacts de la pandémie sur les stratégies e-commerce des marques. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Oracle pour leur soutien. Merci à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Optime.